Mesdames, Messieurs, bonsoir. Frédéric Doré pour vous servir pour la 8e fois pour cette émission C'est dans le sol qui, comme vous le savez maintenant, est produite par la coopérative Rhizobium qui accompagne depuis longtemps des groupes d'agriculteurs, de maraîchers, de forestiers, de jardiniers, de praticiens du sol pour apprendre à observer la santé de leur sol en Occitanie. Ça, c'est le programme Réseau Sol. Cette année 2021, Rhizobium a innové en proposant une formation mixte digitale dont la première promotion vient d'achever ce soir son stage au Pecnolab. 2 journées de travail qui ont été intenses, m'a-t-on dit, au labo, à la fois sur le terrain et en salle, dans une ambiance, m'a-t-on dit, extrêmement conviviale, hein, tout en respectant les gestes barrières, gna 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 gna. En cette période de morosité ambiante, tout ça me semble très bien, on peut continuer à travailler et à s'acculturer sur la question des sols. Alors, cette offre de formation vient compléter l'offre générale du Pecnolab qui est complète. Hein, c'est un laboratoire participatif. Vous le savez, on a des tutos, des vidéos à la mode, c'est pas sorcier, hein, sur la chaîne Pecnolab TV. On a une appli Sol-O pour saisir et suivre ces données, un kit de matériel en open source, etc. D'ailleurs, vient d'être mis en ligne un tuto qui explique comment mesurer la respiration microbienne du sol. Ce soir, 16 février, c'est-à-dire 10 jours avant mon anniversaire, c'est donc la 8e émission de C'est dans le sol. Vous êtes pas mal, hein, vous êtes 130, 140, c'est pas bien. C'est pas mal du tout. Voilà, il y a un record à battre, c'est celui de Lionel Ranjard qui était là la semaine dernière et dont l'émission a fait près de 1800 vues en quelques 3 semaines. Le titre aujourd'hui, qui a été un peu introduit à la fin de la précédente émission avec Lionel, c'est biocontrôle, biostimulation, inoculation, les micro-organismes au service des agriculteurs. On en avait un peu parlé. Lionel Ranjard avait émis quelques doutes sur le sérieux des offres qui se multiplient sur le marché. Il suffit de taper ces mots-clés sur Internet et vous trouverez aujourd'hui un nombre assez intéressant de sociétés qui proposent ce que d'aucuns appellent poudre perlimpinpin, d'autres de méthodes intéressantes, voire stimulantes, en tout cas pour la recherche. Et puis Marc-André Sellos aussi, hein, il avait été le premier à inaugurer ce cycle l'an dernier, décembre 2019, avait aussi émis quelques doutes. Voilà, mais on va voir que finalement, les doutes peuvent être levés en partie. On va voir ça avec Robin Duponnois, qui est directeur de recherche et directeur du labo Symbiose tropicale et méditerranéenne à l'IRD de Montpellier, avec Claude Alabouvette, directeur de recherche honoraire à l'INRAE et conseiller scientifique de la société Agrène, et puis Baptiste Algayer, qui est maintenant un pro de C'est dans le sol. Vous étiez déjà avec nous en compagnie de Claire Chenu au mois de novembre. Vous êtes docteur en sciences du sol et animateur scientifique de l'association Chemin Cueillant. Bonsoir à vous trois. On va démarrer. On en a au moins pour 1 heure. Robin Duponnois, je vais peut-être commencer avec vous. Je le dis, hein, vous êtes directeur du labo Symbiose tropicale et méditerranéenne. Et la question de la stimulation, de l'inoculation, vous l'aviez abordée dès votre thèse en 1992, corrigez-moi si je me trompe, sur le pin Douglas. Exactement, oui. Et ça fait. Donc, j'avais commencé ces travaux au siècle dernier. Je les ai continués pendant quelques décennies jusqu'à présent, ce qui m'a permis de raisonner cette utilisation de ces micro-organismes qu'on dit, ou tout du moins qu'on veut faire accepter comme des méthodes génériques, style amendement des sols avec des engrais chimiques, NPK, etc., mais qui, au fil des ans, m'ont conduit à raisonner ce type de pratique. À savoir que on introduit des micro-organismes pour améliorer une productivité d'un sol en termes agricoles, ou du moins une production de biomasse pour une formation forestière. Mais on peut le faire en fonction de la situation dans laquelle on va intervenir. À savoir, si vous intervenez sur un sol pollué ou un sol minier,
où il n'y a pratiquement plus rien, là, vous allez pouvoir réorienter un écosystème ou un agrosystème en fonction de vos souhaits, que ce soit économique, que ce soit culturel, etc. Par contre, sur des agrosystèmes, là, ça devient tout à fait problématique dans le sens où le fait d'intervenir avec des solutions, comme l'a dit Lionel Ranchard, des solutions toutes faites avec un micro-organisme ou je ne dirais pas des poudres de perlimpinpin, mais en tous les cas des solutions qui sont en aucun cas ou très rarement formulées en fonction de critères scientifiques solides. Vous pouvez arriver à comment dire, des résultats totalement contraires à ce que vous vouliez espérer. Le problème avec ces systèmes, c'est que quand vous introduisez une bactérie ou un champignon dans le sol, vous ne voyez pas ce que vous faites. Alors que quand vous introduisez sur un sol une espèce exotique, je pense, parce que j'y étais dernièrement, dans les Pyrénées-Orientales, le faux mimosa, vous allez avoir une espèce invasive. Et donc, automatiquement, une paupérisation de la diversité végétale, etc. Vous pouvez arriver au même résultat en introduisant un micro-organisme qui va être hautement compétitif et qui donc automatiquement va agir contre les peuplements microbiens résilients dans la zone où vous allez intervenir. Ça veut dire quoi? Le problème, il est là. Ça veut dire quoi? Alors, si je vous comprends bien, on peut faire du biocontrôle, de la biostimulation, de l'inoculation. En aucun cas, on ne peut tout promettre parce que finalement, on ne maîtrise pas grand-chose. C'est ça, on joue un peu, je ne veux pas dire à l'apprenti sorcier, mais est-ce qu'on peut modéliser ce que l'on va faire quand on prétend introduire dans un sol un inoculum de champignons? Est-ce qu'on sait ce que ça va devenir ou est-ce qu'on est soumis de toute façon aux aléas de la vie, de la nature et on ne peut rien prévoir? Alors moi, je parle uniquement dans le domaine des biofertilisants. Pour tout ce qui est biocontrôle, Claude sera bien plus compétent pour en parler. Moi, si on prend un exemple, des champignons mycorhiziens, il y a un champignon qu'on utilise et qui est commercialisé largement au niveau national et international. Un champignon qui a été isolé à Québec, qui a des capacités de résistance à des variations climatiques, en particulier de température relativement importantes, et on va l'introduire partout. Donc, on va l'introduire au Sénégal, on va l'introduire ici, en France, en Europe, etc. Moi, la question que je me pose, c'est qu'en fonction des résultats scientifiques qui ont été obtenus par des très bons labos, des très bons chercheurs, style Van der Heggen, etc., qui est en Suisse, etc., l'efficience d'un inoculum de champignons va être fonction de l'abondance de propagules qu'on va introduire dans le sol, mais également de la diversité. Et si vous introduisez, et ça c'était la philosophie dans les années, quand j'ai passé ma thèse, quand vous introduisez un inoculum, le but du jeu, dans la formulation de l'inoculum de champignons, c'était que la souche soit hyper compétitive. Et donc automatiquement, si vous introduisez une souche hyper compétitive, eh ben, ça va résulter un développement de ces souches au détriment des autres. Donc, automatiquement, une baisse de la diversité. À l'époque, on parlait du Douglas et d'un champignon qu'on avait isolé aux États-Unis et qui était hautement compétitif. Et il s'avère que cette approche conceptuelle de la gestion des micro-organismes bénéfiques pour la plante, ben, ça a évolué au fil des temps. Et en ce qui me concerne, en fonction des résultats que j'ai obtenus, cette gestion des micro-organismes doit être raisonnée en fonction de l'état dans lequel vous allez de l'état de l'écosystème dans lequel vous allez intervenir. Il y a un très beau papier qui est sorti il y a quelques mois là sur le maïs et on s'aperçoit que le potentiel mycorhizien des sols participe à 30%, c'est quand même conséquent, 30% de la productivité du champ de maïs. Donc automatiquement, et ça a été fait avec un mutant maïs qui ne s'accroche pas à des champignons et un maïs normal. Et donc, vous voyez que le fait de même pas intervenir
ça fait déjà 30% de la productivité. Donc, on pourrait intervenir, mais je pense que dans les agrosystèmes, le style d'intervention, à savoir l'introduction d'un micro-organisme dont on connaît plus ou moins l'évolution et la pérennisation dans le sol, me semble une approche qui est peu adaptée. Il y a d'autres stratégies qui pourraient être, en particulier tout ce qui est… On oui, va les pardon, aborder. allez-y. On va les aborder. Si j'entends bien, de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, mieux vaut connaître l'état microbien de son sol, mieux vaut connaître son sol, et puis surtout, et aussi ce qu'on veut y faire, Claude, à la Bouvette, dans le biocontrôle, c'est la même chose. Absolument. Alors là, moi, je suis 100% d'accord avec Ah bah ça ce que tombe vient de bien. dire Robin. Non, mais je veux dire, on a une telle diversité, il y a une telle abondance microbienne dans un sol, on va dire normal, entre guillemets, ce qui ne veut rien dire, que rapporter quelque chose quand on ne sait pas dans quel contexte on l'apporte, on n'est pas du tout sûr que ça fonctionnera. Alors, ces méthodes de biocontrôle, donc de contrôle par la vie, elles étaient rendues nécessaires parce que, vous me disiez, on n'avait aucun moyen de lutte chimique dans les années 70 contre les champignons pathogènes du sol. Donc, il a fallu chercher, la solution naturelle, finalement, c'était la vie, c'était le biocontrôle pour le coup. C'est une méthode ancienne, une façon de faire ancienne. Absolument. En fait, ce sur quoi nous avons travaillé, c'est justement ce qu'on appelle des sols résistants, c'est-à-dire des sols dans lesquels l'agent pathogène existe, mais n'exprime pas son pouvoir pathogène. Et en fait, globalement, on a une régulation de l'expression de ce pouvoir pathogène par le reste de la microflore. Alors, l'erreur qu'on a commise à l'époque, je veux dire, c'est lié à la société de l'époque, il fallait absolument essayer de sortir quelque chose qui allait tout expliquer pour ensuite en faire un biopesticide qu'on allait pouvoir commercialiser. Et ça, ça marche pas. On a besoin de l'ensemble des communautés pour réguler le potentiel pathogène du sol. Alors néanmoins, avant, vous me disiez, quand on a préparé cette émission, on désinfectait au bromure de méthyle. Oui. Il y a quand même une saloperie. Alors, la technique, non, mais quand j'ai commencé ma carrière, la technique, par rapport à des champignons du sol, en particulier en maraîchage, parce qu'évidemment, ça ne s'est jamais fait en grande culture, c'était d'essayer d'éradiquer les pathogènes. Donc, on utilisait soit de la vapeur quand on était en serre, soit du bromure de méthyle quand on était à l'extérieur. Et en fait, c'est catastrophique parce que vous détruisez votre microflore pathogène, mais vous détruisez tout le reste aussi. Et comme en général, vous avez une recolonisation, et si la plante hôte est là, le pathogène, il recolonise en premier, puis il est tout content. Non, c'est vraiment… D'accord. Et vous me citiez également… globalement. Ouais, et vous me citiez notamment le cas des fusarioses vasculaires. Alors j'ai découvert ça. Enfin, non pas les fusarioses, mais en fait, elles ne se traitent pas. Il n'y a pas de moyen conventionnel, entre guillemets, pour s'occuper de ces cochonneries. En fait, si vous voulez, bon, c'est mon domaine de prédilection. Oui. Donc, le problème qu'on a vu dans ces fameux sols de Château-Renard qui étaient naturellement résistants aux fusarioses vasculaires, c'est qu'il y avait une communauté microbienne et à l'intérieur de cette communauté microbienne, on avait en particulier des fusariums oxysporum, c'est-à-dire qui appartiennent à la même espèce que l'agent pathogène, qui contrôlaient l'activité de l'agent pathogène. D'accord. Donc vous luttez contre le mal par un autre représentant du mal. Exactement. D'accord. Baptiste Algaillier, un autre aspect, alors je ne sais pas comment on peut l'appeler, vous utilisez des thés de compost et du vermicompost. Alors vu comme ça paraît… bon, voilà, mais en fait, non, voilà, vous êtes en train de le tester et manifestement, entre le sang et le avec, il y a quand même une différence. Alors, bonjour. Donc, je travaille donc pour une association de paysans qui s'appelle Chemin Cueillant, en partie représentée par des vignerons parce que c'est la réalité de notre territoire, le Minervois.
Et certains de ces vignerons ont été démarchés il y a 2 ans par des entreprises qui leur proposaient un produit pour lutter contre le mildiou notamment et l'oïdium. Mhm. C'est surtout l'oïdium, le pathogène climatique de notre territoire, mais sur les années à forte pression mildiou, on est vraiment frappé par le mildiou. Et donc, l'idée de cette entreprise, c'était de commercialiser ce qu'ils appelaient du thé de compost oxygéné. Donc, c'était tout un kit. Ils livraient une palette avec des dosettes scrupuleusement préparées qu'il fallait incuber dans une machine qui était aussi vendue à cet effet, etc. Donc, c'était finalement tout un kit pour gérer ces problématiques phytosanitaires de la vigne. Donc, les vignerons, ils ont un peu gratté, essayé de rassembler des informations là-dessus. Et puis, dans l'esprit de notre association, ils se sont dit, bon, bah, on peut très bien essayer de faire ça nous-mêmes, puisque Bah oui. on peut essayer de faire du thé de compost oxygéné. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai été recruté, donc, pour mener à bien une expérimentation sur plusieurs années au sein d'un projet qui s'appelle Microbiophyto. Et donc, ce projet, on teste différentes substances, différentes préparations pour lutter contre les problématiques phyto de la vigne. Donc, notamment ce thé de compost oxygéné. Et ça peut être plus puissant plus efficace que la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, j'ai lu aussi, hein, contre l'oïdium, il y a le purin de prêle, l'infusion d'ail diluée dans du lait. Et vous avez testé ça? Je pense qu'il y a certains vignerons du réseau qui doivent tester ça. D'accord. Une Voilà. infusion d'ail, moi j'en boirais pas, hein. Donc j'imagine que ça peut faire sur des champignons. Oui, allez-y. Les traitements habituels pour les maladies de la vigne, c'est des traitements à base de cuivre et de soufre. Donc des traitements qui sont biocides, qui visent à détruire des micro-organismes, dont certains responsables des pathogènes, mais qui fonctionnent à spectre relativement large. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas forcément un bienfait pour le sol à long terme, notamment le cuivre qui a tendance à s'accumuler. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays, on a interdit l'usage du cuivre dans l'agriculture biologique. Globalement, c'est les pays d'Europe du Nord où on ne fait pas de pinard, hein. Bah, du coup, on ne fait pas de vigne bio dans ces pays. On ne fait pas de vigne du tout, mais mine de rien, c'est un risque qui, un jour ou l'autre, va s'exprimer pour le bio, parce que beaucoup de pays européens veulent interdire dans la charte sur le bio l'utilisation de ces métaux. Alors, contre le mildiou, j'ai vu aussi infusion de tanésie, huile essentielle d'origan. Enfin bref, le thé de compost, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, thé de compost oxygéné, si je comprends bien, on fait infuser du compost dans de l'eau, on rajoute de l'oxygène, et ça donne quoi et pourquoi ça agirait? Vous le savez, on peut l'imaginer ou on ne le sait pas? Ben, la philosophie qui est derrière, donc, comme j'aime bien faire bien les choses, je me suis quand même un peu documenté sur la question. J'espère bien. C'est pas hyper évident de trouver de la documentation fiable, qui répond un petit peu à ma culture scientifique sur la question, trouver des articles publiés avec des comités de lecture, etc. Mais en grattant un peu, on peut quand même trouver des expérimentations sérieuses qui ont testé des thés de compost oxygénés. Notamment en maraîchage, en grande culture, moins sur la vigne, mais il y en a un petit peu. Et je suis tombé sur des études, notamment en Australie, où il y avait eu des effets vraiment significatifs et d'efficacité de traitement à base de thé de compost oxygéné sur l'oïdium, sur différents cépages, sur des expérimentations en pleine culture, mais aussi en laboratoire. Et donc, le principe du thé de compost, la philosophie qui est derrière, c'est du biocontrôle, c'est d'apporter des micro-organismes plutôt dans une logique de diversité pour occuper la niche écologique des micro-organismes pathogènes et évidemment les mettre dans une compétition pour limiter leurs effets. On peut tolérer la présence des pathogènes, mais pas une manifestation aiguë des symptômes. Mais est-ce qu'on a une idée de la persistance de ce que vous injectez dans le sol? Est-ce que ça tient longtemps après la pulvérisation? Alors nous, on ne traite pas forcément le sol, on s'intéresse surtout à la phylosphère, à l'appareil aérien de la plante. Mais étant donné que les cycles des pathogènes, ils ont aussi un passage au niveau du sol et aussi au niveau des troncs, en dormance en hiver, etc., on fait quelques traitements en hiver. Mais ça, c'est aussi une des questions sur lesquelles on essaye d'avancer par rapport à cette expérimentation. Nous, on est dans une logique exploratoire vraiment par rapport à ça. On travaille avec un comité scientifique qui suit nos travaux et on va aussi réaliser des mesures pour caractériser la microbiodiversité qualitative, quantitative des différentes modalités de nos traitements, avec traitement, sans traitement, etc. L'idée, c'est de pouvoir avancer.
C'est fou qu'on n'en sache pas plus quand même, hein. Je suis un peu surpris parce que, y a plein de bouquins dans le monde du bio, de la biodynamie, qui parlent du thé de compost en disant que c'est avéré, allez-y de bon cœur, et qui donnent la recette. Non, ce que vous dites, c'est que c'est scientifiquement, pour l'instant, c'est pas robuste. Bah, on peut faire. Si je peux me permettre, Bien sûr, Claude. moi, si je peux me permettre, le problème, c'est la constance de composition de ces thés de compost. C'est Il ça. varie. Chaque production, elle est différente. Donc, C'est en ça. fait, on balance sur la plante des trucs qui sont totalement inconnus. D'accord, c'est pas standardisé. Donc, que ça Confirmé, marche Baptiste? certains jours et pas d'autres, c'est tout à fait logique. Je confirme que la première difficulté, c'est d'essayer de cadrer une préparation standard et finalement de voir jusqu'où on peut tolérer une variabilité. Mais est-ce que c'est possible d'avoir du standard avec du vivant? Enfin, c'est toujours la même question, hein. On peut se mettre dans des conditions pour limiter la variabilité, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler du standard digne de ce nom. D'accord. Robin Duponnois, vous avez fait, vous, une expérience au Sénégal où vous avez montré que des inoculums avaient un effet véritable sur des jardins à bois, comme vous me les avez joliment définis au téléphone. Vous pouvez nous en parler? Vous avez inoculé quoi et sur quels arbres et sur quel sol? Ah, c'était en aucun cas dans le cadre d'une agriculture durable ou On est bien d'accord. l'idée était très simple, c'est que pour éviter que les populations locales utilisent le bois donc d'espèces endémiques, d'acacia, etc., qui poussent en quelques centaines d'années, quoi, enfin des chênes du coin, quoi. L'idée, c'était de leur mettre à disposition du bois avec des essences ligneuses qui poussent rapidement et booster la croissance de l'arbre à travers des champignons. Donc, on a pris des essences exotiques, des acacias australiens, et on leur a associé des champignons issus d'Australie également. Donc, on a obtenu des résultats conséquents. Donc, on a produit de la biomasse ligneuse sans le champignon. On faisait 7 tonnes hectares. Avec le champignon, on arrivait à plus de 17 tonnes hectares. Donc, c'était. Quand même. Mais par contre, et c'est là, quand je vous parlais de l'évolution de la problématique scientifique liée à l'inoculation, ou du moins à la gestion des micro-organismes du sol, on s'est aperçu que ce champignon, il persistait. Donc, automatiquement, il modifiait l'écosystème. Et donc, c'était devenu une question majeure, comment limiter la dispersion de ce champignon. C'était ça, quand Baptiste parlait d'un effet d'une huile essentielle, ou je ne sais plus, il y a la FAO à une certaine époque qui prenait tout ce qui est vert et bien. Si vous mettez du NPK, vous allez avoir une plante verte. Donc, ça va être bien. Et on sait maintenant, et en l'espace de peu de temps, que le sol, outre le fait de supporter un couvert végétal, rend divers services écosystémiques qu'on, à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, on s'est mal contrôlé. Je pense au 4 pour 1000, je pense à des choses comme ça, etc. Et donc, et toujours pour rebondir sur le discours de Baptiste, j'évolue aussi dans un milieu de vignerons en Bourgogne. Et moi, la première question que je me suis posée quand les gens m'ont dit on va faire du bio, c'est comment on va faire du bio sur des terres qui ont été contaminées par du cuivre pendant pratiquement plus d'un siècle. Alors déjà, ça c'est la première question que je me pose. Est-ce qu'on peut réhabiliter un sol? Moi, en étant pragmatique et en ayant un esprit un peu paysan, je me dis, autant limiter les dégâts. Et ne pas… mais vous voyez, et comme vous le disiez, il y a tellement d'inconnus dans ce fonctionnement du sol qui est beaucoup plus complexe scientifiquement parlant que la phylosphère, enfin que tout ce qui est couvert végétal. Intervenir dans tout ça, je pense qu'il faudrait être avoir beaucoup plus d'humilité en disant, voilà, moi je vais redonner une santé à un sol. Comme disait Claude, qu'est-ce que la santé d'un sol?
moi, j'attends toujours qu'on me dise qu'est-ce qu'un sol en bonne santé. Absolument. Voilà, une bonne. Alors, on aura N indicateurs, etc. Mais en tous les cas, on va pouvoir dire un sol donne une productivité végétale adéquate. Ça, OK, ça, on pourra le mesurer. Par contre, en termes de pérennisation et de résistance du sol à tout ce qui est environnement, à tout ce qui est aléas environnementaux, ça, par contre, moi, j'attends toujours des réponses à ce genre de trucs. Alors, la réponse sur la santé du sol, ce sera le débat suivant au mois de mars. Donc, on ne va pas trop aller dessus. Ben, j'espère bien. Monsieur Duponnoy, quand même, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience que vous avez conduite au Sénégal? Et puis, je note quand même, on insiste, que ce que vous nous dites, c'est qu'on fait de l'espèce invasive, finalement. On introduit dans un milieu un organisme étranger dont on ne peut pas prévoir éventuellement le développement. En tout cas, pour en revenir à cette technique, est-ce que c'est transposable ce que vous avez fait au Sénégal sur de la grande culture, sur du maraîchage? Est-ce que ça a été testé? Oui, alors sur le maraîchage, il y a eu plein de travaux qui ont été faits. On sait très très bien que le micro-organisme va modifier la croissance de la plante, mais la qualité du produit, etc. Il y a des travaux qui ont été faits à l'INRAE de Dijon qui le montrent très clairement avec WIF, etc., etc. Donc ça, c'est des bons travaux, ça c'est solide. Par contre, pour revenir à ce que je disais au début, moi la pratique de l'inoculation, à mon avis, peut être faite dans des conditions bien précises. La réhabilitation d'un sol pollué, parce qu'on ne peut plus rien en faire, donc on peut faire ce qu'on veut, quoi, en définitive. Vous avez un stérile minier, vous avez un site des sociétés qui ont produit des munitions pendant N années. Bon, c'est bien évident que tout est pourri, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Par contre, pour les grandes cultures, là, ça, à mon avis, il y a une réflexion qui doit être mise en route, à savoir que maintenant, on sait qu'on ne peut pas considérer la plante sans ce qu'il y a au niveau de ses racines. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le concept de l'obionte qui a été développé par Sellos, etc. Ça, c'est une vérité. Ça, au moins, on part sur des fondamentaux scientifiques solides. Et donc, automatiquement, je pense que tous les gens qui font mais ils le font déjà, tous les gens qui font du biofertilisant doivent s'associer à des semenciers de telle façon à produire des variétés qui soient améliorées, mais en prenant en compte le facteur microbien des sols. Toutes les variétés domestiquées à l'heure actuelle et améliorées ont été développées sur des sols gavés en azote, phosphore, etc., en NPK. Donc, c'est bien évident que quand vous les mettez au champ, le facteur sol et le facteur microbio, il est anecdotique. Ça, c'est sûr, ça. Donc, automatiquement, si vous pouvez mettre ça déjà dans l'industrie semencière, ce facteur-là, et puis deuxièmement, vous avez aussi tout ce qui est agroécologie, couvert végétal polyspécifique. Ça, on l'a fait au Maroc, en associant légumineuses céréales, et ça se fait de plus en plus ici en France. Et là, on sait que là, à travers cette approche-là, on prend plus en compte l'impact de cette microflore. Et donc, automatiquement, on améliore la richesse du sol en ces micro-organismes bénéfiques qui, automatiquement, et là, on peut l'évaluer avec une certaine certitude, une certaine confiance dans la pérennisation de l'effet bénéfique sur le sol. Voilà. Moi, c'est ce que mes travaux m'autorisent à dire, quoi. Ce que j'entends dans ce que vous dites, je vous passe la parole, Claude et Baptiste, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est bien d'avoir un sol déjà de qualité, d'avoir déjà un couvert végétal adéquat qui permette d'envisager une symbiose correcte. Et puis, ce que vous dites sur les semenciers, si je vous comprends bien, c'est proposez-nous des semences enrobées de mycélium, c'est ça? Non, enrobées de mycélium peut-être, mais enfin, en tous les cas, des semences qui soient, qui aient besoin et qui aient conservé leur attirance vers le micro-organisme du sol, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire comment on fait? Ça veut dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Vous avez des plantes, il y a plein de travaux qui l'ont fait. Vous avez moi, j'ai travaillé un petit peu sur des variétés de blé dur.
Il y a des blés durs, vous travaillez sur des variétés de blés durs, des variétés ancestrales, ben, vous aurez une dépendance aux champignons mycorhiziens en particulier, beaucoup plus importante que des variétés de blé dur qui ont été améliorées. Donc ça, mais ça se dit pour le maïs, ça se dit aussi pour pas mal de choses. D'accord, il faut conserver au plan leur capacité de vie, leur capacité à établir des liaisons avec la rhizosphère. Claude à la Bouvette, ce vivant, est-ce que pour le biocontrôle, il y a des sols qui résistent au biocontrôle, ou est-ce qu'il y a des sols qui résistent eux-mêmes aux maladies pour lesquelles on met en place ce biocontrôle? Alors, je ne serais pas capable de répondre précisément là-dessus, mais ce dont je suis absolument persuadé, c'est que la réceptivité d'un sol à un agent de biocontrôle, c'est la même chose que ce que vient de dire Robin par rapport à un biostimulant. En fait, vous avez des sols qui seront beaucoup plus permissifs, si j'ose dire, et d'autres qui seront beaucoup moins permissifs. Et je pense qu'une des raisons, et en plus, je veux dire, Robin, c'est quand même de la mycorhize ou de la symbiose, donc on a une interaction très fine entre la plante et le micro-organisme qu'on veut introduire. Et quand c'est de la lutte biologique et qu'on va introduire un trichoderma ou un pseudomonas, on ne fait qu'enrichir la communauté correspondante du sol avec une souche particulière. Mais est-ce qu'elle va s'installer? Est-ce qu'elle va être efficace? Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc, du coup, ça veut dire que quoi qu'on fasse, ça ne pourra jamais être industrialisé. Ce sera toujours de l'artisanat à l'échelle de la parcelle, comme l'agroécologie, finalement. Malheureusement, je le crains. C'est-à-dire qu'il faut… Ce qui nous manque, c'est des référentiels, parce que si on fait en référence, c'est le cas de dire, à ce qu'a raconté Lionel l'autre jour, on est bien d'accord qu'on est capable maintenant, avec les techniques moléculaires, d'avoir une vue de la diversité et de l'abondance, mais il manque la liaison avec la fonction qui nous intéresse. Et c'est ça qui est important. Ah, complètement d'accord. Robin? Si vous voulez, par rapport, par rapport, si vous voulez, à la lutte biologique, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux stimuler la microflore naturelle du sol avec des apports de matière organique, etc., que de vouloir apporter quelque chose qui a été sélectionné. 9 fois sur 10, ça marchera mieux. Le moteur, l'énergie pour les micro-organismes dans le sol, c'est quand même la matière organique. Donc, comme l'a dit Robin, on peut imaginer de cultiver des plantes qui ont été sélectionnées pour élire au sein de la microflore une microflore qui leur est bénéfique, et on peut aussi globalement apporter de la matière organique qui va stimuler l'ensemble de la microflore du sol. Et on va sortir d'une relation binaire. Bon, mais vous allez dire que je suis binaire, que j'ai des idées fixes. L'enrobage de semences avec tous ces produits, je vous pose la même question qu'à Robin, c'est envisageable ou pas, pour faciliter la vie de l'agriculteur? C'est pour vous, Claude. Oui, non, mais je suis d'accord. Et en fait, moi, je dis souvent que, par exemple, les biostimulants avec lesquels on a travaillé, ou les agents biologiques, souvent maintenant, on dit à l'agriculteur, tu apportes ça en surface, sur la totalité de la surface du sol. C'est débile, parce qu'en fait, ces micro-organismes, ils ont besoin d'être en interaction avec la plante dans la rhizosphère. Donc, par rapport à ce que vous dites, il est évident que l'apport localisé en enrobage de semences, ce serait l'idéal. Mais ce n'est pas du tout évident à faire. Pourquoi? Pour des raisons biologiques. Parce que vous avez des problèmes en particulier de tension de l'eau. Il faut absolument que votre semence reste capable de se conserver et de germer au bon moment, et qu'en même temps, le micro-organisme ne rentre pas en compétition avec la levée de la semence. Ce n'est pas du tout très facile à régler. Ne serait-ce que, Robin va le dire du point, ne serait-ce que sur les rhizobiums, c'est quand même quelque chose qu'on inocule depuis des années. On continue à faire de l'enrobage, entre guillemets, instantané 24 heures avant de semer, à quelques exceptions près. Voilà. Oui, allez-y, Robin. Je voudrais passer la parole à Baptiste ensuite. Allez-y. Oui, pour les enrobages de graines, il y a l'exemple typique, c'est l'enrobage du soja, qui est une espèce exotique, etc. Et donc, mais là, pareil, on va reprendre, Claude étant issu d'une RAE,
il y a la souche G49 La G49 qui est l'étendard. Voilà, et qui marche très bien. Le seul problème, c'est que on reprend toujours une fixette. Hein, je suis désolé, mais il y a des souches de rhizobium qui viennent du Brésil, donc de la région plus ou moins d'origine du soja, et qui envahissent nos sols. Bien sûr. Et donc automatiquement, et on revient au même constat qu'on avait fait avec les engrais chimiques et à travers une paupérisation de la microflore du sol, mais avec ce type de pratique qu'on présente comme écolo, parce que c'est des micro-organismes, c'est naturel, c'est vivant, etc. Mais en définitive, on s'aperçoit que le résultat est identique. Ah ouais. Voilà. Et pourtant, ce sont des techniques qui sont scientifiquement robustes. Le rhizobium, on ne va pas l'isoler, on ne va pas le mettre là pour rien, etc. C'est des trucs. Puis après, j'aimerais bien, si on a un petit peu, après la dérive dans cet aspect écolo avec les micro-organismes efficients, si on pouvait en parler. Je note, je reviens vers vous. Il y a Baptiste Algaillère qui piétine, je le vois. Si, je vous vois, Baptiste. C'est fou quand même, hein. On manque de recul et de toute façon, standardiser, ce sera compliqué, industrialiser encore moins. Ça veut dire que demain, l'agriculteur, le vigneron, devra de toute façon faire sa mixture lui-même à partir de ses propres connaissances. C'est ça l'idée? En tout cas, nous, c'est sûr qu'on essaye de développer une approche artisanale du processus. Mais sans garantie de résultat. C'est le charme de l'expérimentation. Ouais, enfin, un vigneron, il a besoin d'être sûr quand il utilise un produit et que l'oïdium, le black rot ou voilà, au point de sonder. Un échec serait un résultat tout à fait intéressant pour nous. Oui, certes, peut-être pas pour l'ensemble des vignerons. Est-ce que le thé de compost, j'en reviendrai pro vermicompost, est-ce que le thé de compost peut changer le pH du sol? C'est une question qui vous est posée sur Internet. Changer le pH du sol, c'est un vaste projet. Je pense. Aux doses où on met du thé de compost, nous, on travaille sur des doses de 100 à 300 litres hectare. 300 litres hectare. Il y a un gros feuillage. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de couvrir le feuillage. Donc, en fin de saison, on a des vignes avec beaucoup de feuilles. Donc, on doit beaucoup mouiller pour couvrir le feuillage. 300 litres hectare, ça fait combien de kilos ou de tonnes, j'en sais rien, de compost? Ça fait une dizaine de kilos, de 10 à 15 kilos de compost. D'accord. Et il y a un compost particulier qui doit être adapté à la culture, au sol, à la microbiologie du sol. Il faut travailler à ça en amont. Dans notre logique artisanale et locale, on fabrique des composts sur les sites, sur des parcelles adjacentes aux zones de traitement, en mobilisant exclusivement des matériaux qui proviennent du travail de la vigne. Pour rejoindre aussi ce qui était dit tout à l'heure, on est sur une viticulture qui est déjà intégrée, qui est déjà avec des cultures végétaux, qui est déjà un peu avancée, avec des gens qui se posent des questions et qui essayent de travailler hors conventionnel. D'accord, mais alors faites-nous une petite recette là. C'est quoi un bon compost pour faire un bon thé de compost oxygéné? Qu'est-ce qu'on met dedans? Alors nous, on travaille, on a mis 2/3 de broyat de bois sur des parcelles adjacentes, des parcelles forestières adjacentes aux parcelles de vigne. Ouais. On amène 10% de fumier. C'est du fumier ovin, c'est des moutons qui ont pâturé sur les parcelles des vignes. Et on amène des déchets verts. Voilà. Mais en majorité, c'est du ligneux, c'est ça? C'est en grande majorité du ligneux. Et pourquoi pas plus de déchets verts? Parce qu'on essaye de favoriser le développement des champignons au profit des bactéries. Donc, tous les matériaux sont humectés dans l'eau pendant 48 heures. Ouais. Et après, méticuleusement, on vient les mélanger pour fabriquer un compost. Et on introduit des lombrics, des vers qui vont s'occuper du compostage. On essaye de limiter l'apport de fumier pour pas que ça monte en température et que ça
pas fuir les vers. Et voilà. Parce que le ver est un être sensible, il faut le savoir. Alors, c'est pas le lombric, c'est quoi? C'est les Enia foetida, le ver du fumier, c'est ça? Enisia foetida. Voilà, j'ai travaillé là-dessus en fac, je le broyais. J'aimais Moi, beaucoup. j'ai une question indiscrète pour Baptiste. Allez-y, Claude. J'ai bien compris, mais beaucoup de bois de vigne. Est-ce qu'il fait attention qu'il n'y ait pas les maladies du bois, de la vigne, dans les bois qu'il met dans son compost? Vous me l'arrachez de la bouche, cher Claude. Alors, excusez-moi, c'est mon côté pathologiste qui... Claude, Baptiste. On ne met pas de bois de vigne. Dans notre compost, c'est bon. De vigne. Alors, vous mettez quoi? C'est de l'olivier. C'est des bois de lisière des parcelles de vigne. D'accord. Donc la boucle est bouclée, hein. Pour faire un bon compost, finalement, il faut faire de l'agroécologie, il faut avoir de l'arbre paysan, il faut avoir de la haie, enfin voilà, on en revient toujours au même. C'est une approche paysanne, donc c'est une activité intégrée qui dépasse la simple production alimentaire. D'accord. Et le vermicompost, vu comme ça ne donne pas envie. Qu'est-ce qu'il a de différent? Comment vous faites et qu'est-ce qu'il a de différent du thé de compost? Alors le vermicompost, on s'y est intéressé. C'était l'année dernière. Bon, maintenant, on va plus se concentrer sur les thés de compost oxygéné. Le vermicompost, on ne peut pas vraiment parler de biocontrôle. C'est un biostimulant qui apporte certains éléments. Et, donc, un liquide qui est produit par la digestion des vers dans un compost, dans un vermicompost. Et voilà, c'est concentré en azote, en phosphore, en potassium. On doit diluer fortement à 10%. Et voilà, qu'on applique aussi dans le même esprit. Maintenant, sur cette deuxième année d'expérimentation, on va s'intéresser plus exclusivement au thé de compost oxygéné. Ce qui est sûr avec le thé de compost oxygéné, c'est que le processus est long, il y a plusieurs étapes. D'abord, il faut faire un compost. Ce n'est pas adapté à toutes les viticultures. Maintenant, on a l'occasion d'expérimenter et de pouvoir essayer d'avancer là-dessus. Sur nos premières années, on a eu une année forte pression mildiou dans le sud de la France. On n'a pas eu de bons résultats sur nos traitements à base de thé de compost oxygéné sur le mildiou. Par contre, en début de saison, on avait des résultats très intéressants sur le Oïdium et sur le Black Rot. Mais ces résultats, il faut les nuancer parce que tout a été écrasé par la vague de mildiou derrière. Les conditions d'apparition du mildiou sont l'inverse de celles d'apparition de l'oïdium. Le mildiou, c'est lié à quoi? Au changement climatique qui participe? Si le changement climatique localement induit une forte humidité, des changements des vents qui assèchent, etc., oui, il faut penser ça. Mais à vous écouter tous, notamment vous, Baptiste, finalement, vous remettez en cause tout le business de toutes les sociétés qui vendent des inoculums, des sports, du thé de compost tout fait, parce que, surtout vous, en ce qui vous concerne, Baptiste, ça ne peut être qu'une production locale. Il est impensable, en tout cas pour le thé de compost, d'acheter du produit tout fait sur l'étagère. Le bon sens veut quand même que l'histoire de la baguette magique qui marche absolument sur tout type de sol, on ne peut pas avaler la couleur, c'est pas possible. Ça paraît impossible. Donc, dans la bouvette, ça vous fait rire. Et ensuite, ça me fait rire, si vous voulez, parce que quand vous dites ça, ça me fait penser au purin d'ortie. Ah, le purin d'ortie. Dont l'efficacité n'a jamais été démontrée, mais que vous trouvez dans tous les supermarchés. Donc, je ne vois pas pourquoi demain, une boîte un petit peu intelligente ne vendrait pas du thé de compost avec la même revendication que celle du purin d'ortie. Efficace contre tout. Ça n'a jamais démontré son efficacité, le purin d'ortie. Pourtant, c'est l'alpha et l'oméga du bio presque. Hein. J'en suis absolument certain. Absolument certain de quoi? Du comité qui a été chargé d'évaluer les publications correspondantes. Il n'y a aucune démonstration de l'efficacité du purin d'ortie par rapport à la protection des plantes. Maintenant, on le sait. Et du coup, vous, votre société, celle dont vous êtes le conseiller scientifique, vous ne vendez pas tout ça, évidemment. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aux agriculteurs? On ne vend rien. Ah, voilà. On ne fait que de la recherche. Alors, mais comment vivez-vous, Claude? On essaye d'aider des sociétés qui veulent mettre sur le marché des micro-organismes de biocontrôle ou de biostimulation. Et je peux vous dire que, encore récemment, on a perdu un client quand on lui a démontré que ce qu'il voulait mettre sur le marché, c'était pas ce qu'il prétendait avoir mis dans son produit. D'accord, ouais, vous avez vraiment pas gagné d'argent. Non, mais si vous avez une approche absolument scientifique,
est rationnel, vous vous rendez compte qu'il y a des sociétés sérieuses. Alors, les sociétés sérieuses, ça n'empêche pas tout ce qu'a dit Robin, etc. C'est vrai, ça ne va pas marcher n'importe où, mais au moins le produit qu'ils vendent correspond à l'étiquette. Et il y a eu des mises en évidence de l'efficacité en conditions contrôlées. D'accord. Hein, et puis vous avez effectivement des choses qui sont des poudres de perlimpinpin. Il y a de la poudre de perlimpinpin. Mais il y a quand même des sociétés qui travaillent bien, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Ah oui, oui. Bien sûr. Robin, vous êtes d'accord? Totalement d'accord. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais en tout cas, celles-là, elles sont connues et puis elles perdurent. D'accord. Vous vouliez revenir sur un point tout à l'heure? Oui, sur l'espèce de mode je ne sais pas si Baptiste en a eu écho, cette histoire de production d'inoculum de micro-organismes efficients qui a germé à Cuba il y a quelques décennies, où l'idée est de prendre de l'humus dans une formation forestière, de mettre ça dans un bidon, de mettre un peu de lait, un peu de sucre, un peu d'eau, un peu de je sais pas quoi, de le faire fermenter, de le balancer sur des périmètres maraîchers. Cette technique, cette approche-là, dans les conditions où les gens vivaient à Cuba dans la période comment on s'appelle ça, d'embargo. Voilà. Par contre, le fait de vouloir, et ça, c'est sponsorisé par des instituts, par des scientifiques, de vouloir mettre cette approche, cette technique à grande échelle, moi, me semble hyper dangereuse. Je ne sais pas ce qu'en pense Claude, mais en tous les cas, ce truc, c'est contraire à toutes les règles d'écologie microbienne des sols. Moi, je n'ai pas encore vu un papier me disant quand j'ai balancé ça sur mon périmètre maraîcher, j'ai pas eu une explosion de staphylocoque ou je sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il. Et comme par hasard, ça se passe dans les pays du Sud. Donc, avec comme on le sait, c'est pas une critique, mais c'est une législation plus ou moins sérieuse. Donc, le problème, il est là. Et c'est ça que je voulais dénoncer. Et ça, à mon avis, ça reflète bien l'espèce d'ignorance qu'il y a autour de ce type de produit, de ces poudres de perlimpinpin, etc. Mais là, cette approche, à mon avis, est quand même relativement dangereuse. On sait Pourquoi dangereux à ce point? Parce que il y a pas mal de germes pathogènes pour l'homme qui viennent du sol. Donc, et puis, vous savez, dans une formation forestière, c'est quand même le lieu de villégiature de pas mal de bétail, etc. Et donc, on peut multiplier ce qu'on veut. Et puis, quand vous parlez de standardisation, là, il n'y en a pas. Là, c'est bien évident. Là, il y a, si le troupeau il était à 30 mètres, et puis vous allez prélever à 30 mètres à côté, vous allez avoir autre chose. Et ça, c'est une chose que j'ai vu apparaître depuis quelques années et qui est sponsorisée par pas mal de gens. Et moi, je m'efforce de combattre. Et visiblement, ça prend de l'ampleur. Et donc, on parlait de gens qui travaillent bien, des sociétés sur la place, des sociétés internationales françaises, des groupes qui sont solides et qui font de bon boulot, qui ne prétendent pas que leur produit va être générique, etc., mais qui font du bon boulot. Et puis, il y a ces gens, avec un petit peu de côté mystique, de côté, etc., qui vont vous proposer ce genre d'alternative. Je ne sais pas si, Baptiste, vous êtes au courant de ça. Baptiste. Oui, dans mon approche bibliographique, quand j'ai commencé ce travail, j'ai eu affaire à ce qu'ils appelaient les litières forestières fermentées. Oui, c'est ça. Très long, avec une grande partie anaérobie. On mélange les différentes terres issues d'humus forestier avec du petit lait, tas d'ingrédients. C'est un processus très long. Avant de sentir le danger ou d'aller plus loin, moi, c'était déjà le processus lui-même était un peu inconfortable à intégrer dans un itinéraire viticole.
Oui, puis non, mais moi, c'est le côté. Et puis le problème, c'est qu'on va essayer d'installer ça dans des pays du Sud, en Afrique de l'Ouest en particulier, pour ne pas les citer, alors que les stratégies qu'on a évoquées, des cultures mixtes, etc., pourraient avoir le même effet. Mais en tous les cas, avec des variétés que les gens du coin cultivent, qu'ils ont plus ou moins abandonné parce qu'on leur a balancé des variétés améliorées, je pense à l'igname, etc., qui améliorées, mais qui en aucun cas qui étaient adaptées aux conditions du coin. Et puis, dès l'instant qu'on fait du modèle spécifique, et ben, Claude ne me démentira pas, mais il y a un pathogène qui se met dedans, ben, pof, tout est foutu. Donc, vous voyez, et à côté de ça, on va leur présenter ce genre de techniques, de remèdes. C'est un remède, ça. C'est un remède de grand-mère, mais de grand-mère, pas très sympa, quoi. Et faire ça, mais qui est contraire à toute règle scientifique en écologie microbienne des sols. Vous voyez, c'est là, alors, et c'est là qu'il va falloir mettre en œuvre une espèce de charte de bonne conduite dans tous ces trucs-là pour arrêter le charlatanisme dont on parlait. Est-ce que vous mettez là-dedans, vous trois, j'ai vu ça récemment chez des agriculteurs chez qui j'ai fait quelques interviews, l'agriculture de régénération. J'en ai vu un qui mélange le fumier à du lait, des ferments lactiques, en espérant que, j'ai toujours pas bien compris, lui non plus d'ailleurs, c'est ça, enfin l'agriculture de génération, c'est ça, vous la mettez dans ce même paquet, Claude? Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais je pense que voilà, je vous le dis, ça fait monte, partie de ces trucs complètement loufoques. Hein. Ok. Question pour vous, Baptiste, mais qui finalement s'adresse à vous trois. Je vous la lis. Hein. Bonsoir. Pourquoi ne pas mettre le sol lui-même dans le thé de compost oxygéné? Cela permettrait de développer les micro-organismes du sol et non ceux du compost qui vient de je ne sais où. Et j'étends la question, est-ce que si on veut inoculer quelque chose dans un sol, est-ce qu'on peut imaginer cribler le sol, prendre les bons micro-organismes qui manquent, les développer, les remettre? Mais d'abord à vous, Baptiste, cette question qui semble intéressante. Déjà, on a répondu que notre compost, il ne vient pas d'On Sait Où. Donc, oui. On est dans une logique locale pour au moins que les conditions pédoclimatiques larges, au sens large, hein, soient les mêmes pour les micro-organismes dans le compost et après le traitement. Et on essaye quand même d'enrichir la diversité des micro-organismes qui sont au moins sur la phylosphère et au mieux sur le sol de notre parcelle. C'est un peu l'idée, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Plutôt dans une logique de succession végétale avec un cortège microbien qui vient suivre une succession végétale. Sachant que sur des parcelles de vignes, on est parfois sur des sols assez sinistrés. Même si la pratique viticole elle va vers le mieux, on arrive après des transitions qui ont été très dures en général pour les vignerons. La période de transition, de passage à une viticulture conventionnelle, à une viticulture bio ou plus intégrée, en général, elle est difficile en termes de rendement. Même si c'est progressivement amené. Donc, l'idée des vignerons qui est derrière ça, c'est de pouvoir donner un petit coup supplémentaire, en tout cas dans la lutte phytosanitaire contre les maladies de la vigne. Claude à la Bouvette, quelqu'un vous réclame les références quant à l'inefficacité. Si vous me permettez, avant de répondre à la question que vous avez posée. Bien sûr, il y a une société française qui a pignon sur rue, tu la connais, Robin, comme moi, oui, qui prétend demander à l'agriculteur des échantillons de son sol, multiplier à partir de cet échantillon-là la flore bénéfique et la rendre, si j'ose dire, la redonner à l'agriculteur. Moi, je n'ai jamais bien compris. Enfin, l'idée, elle est excellente, mais je ne vois pas bien comment ils peuvent faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a une espèce de bio-amplification de certains groupes. En particulier, ils ciblent les fixateurs d'azote. Donc ça, c'est ça. L'approche est sympa dans le sens où il limite fortement, et en tous les cas, il limite fortement le biais de la bio-amplification, et en tous les cas, il contrôle le produit obtenu, ce qui n'est pas souvent le cas.
Donc voilà, ça c'est. Mais cette approche est pas mal. Ça peut être, mais dans certains cadres, et on ne tombe pas dans le générique. Non, c'est vrai. Voilà. D'accord, Claude. Cette référence qu'on vous réclame quant Oui. à l'inefficacité du purin d'ortie, cette ou ces références? Par rapport à la lutte biologique, Ouais. il y a quand même pas mal, enfin, il y a plusieurs sociétés sérieuses. Je pense que, je m'excuse parce que j'ai assez critiqué un certain nombre de réglementations, mais la première des choses, quand même, c'est à vérifier que c'est officiellement avec une autorisation de mise sur le marché. Parce que je peux vous dire que pour les produits phyto, il faut bien se comprendre que même un micro-organisme, même un produit bio qui veut lutter contre une maladie ou contre un insecte, c'est considéré comme un produit phyto. Ah bon? Oui. Et ça passe par le même crible que pour les produits de synthèse. Et c'est même pire que ça, parce que les cribles qui ont été prévus pour les produits de synthèse, ils ne s'appliquent pas forcément très bien aux produits bio. Attendez, Mais ça veut vous dire que avez la même chose. Donc, tout ce dont on parle est soumis à la directive REACH aux études. non, c'est pas REACH, combien de la 2007, 1109-2007, sur les produits phytosanitaires. Pas pour les biostimulants, hein, mais pour les produits phyto, pour les micro-organismes. D'accord. Ou les insectes de lutte biologique, ils sont soumis exactement à la même réglementation et ça passe par l'Europe, puis ensuite la France. Et moi, je trouve que la réglementation est trop lourde, etc. Mais si vous voulez, en tant qu'utilisateur, vous êtes déjà sûr d'une garantie que ça a été évalué, qu'il n'y a pas de toxicité et que vous avez un minimum d'efficacité qui a été démontré. Vous aussi, Baptiste, votre thé, votre vermicompost, c'est pareil? Si vous voulez le mettre sur le marché, vous auriez besoin d'une AMM. Oui. Bon, ça vous consterne ou c'est une garantie pour un éventuel utilisateur extérieur? Si je peux me permettre, pour les biofertilisants, la législation est beaucoup plus floue, sinon inexistante, par rapport à la lourdeur du biocontrôle. Bien sûr. D'accord. Je vous rappelle quand même que le fumier, si vous utilisez du fumier qui est bourré d'antibiotiques, vous n'avez pas besoin de l'autorisation de mise sur le marché. Non. D'accord. C'est tout ça très rassurant. Par contre, Baptiste, s'il veut même ne serait-ce que donner à son voisin son purin de compost, il est obligé, officiellement, il n'a pas le droit de le faire. Ouais. Il peut ne le faire que sur sa ferme pour lui-même. D'accord, c'est vrai, Baptiste. Hein, on est bien d'accord. Non, mais par rapport à ça. Attendez, laissez parler Baptiste. Oui, pardon. C'est tout à fait exact. Oui, c'est exact. Après, la lourdeur des procédures pour avoir une autorisation de mise sur le marché, ça reste un combat qui est mené par pas mal d'associations paysannes. Et je peux que me joindre à ce combat, puisque les dés sont quand même typés et le combat est inégal. Je pense que... En tout cas, ça veut dire que vous non plus, vous ne serez jamais riche, vous ne pourrez pas vraiment commercialiser vos produits parce que vous n'en aurez pas forcément le droit. Et puis parce qu'on est bien... on est bien à la parcelle. Est-ce qu'on peut faire autre chose que du thé de compost, du vermicompost? Est-ce que vous imaginez autre chose, Baptiste? Que vous pensez à d'autres mixtures? Disons, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les préparations naturelles peu préoccupantes, qui est une nomenclature juridique qui englobe des tas de préparations très, très diversifiées. Et les thés de compost oxygéné ou le de vermicompost, ils rentrent dans cette catégorie, au même titre que les préparations fermentées, au même titre qu'un purin d'ortie ou d'autres préparations. Donc, dans la logique de notre association, le réseau de paysans avec lequel on travaille, il peut tester différentes préparations sur ces territoires, sur ces champs. Donc, nous, on essaye de suivre ça pour produire des résultats comparables, au moins entre notre réseau et nos partenaires. Maintenant, j'ai déjà pas mal de boulot avec ce oxygéné. C'est quand même une expérimentation de grande envergure. On a 12 sites expérimentaux. J'y passe quasiment tout mon temps de travail. C'est un focus que l'association a décidé de mettre sur cette question parce qu'on a beaucoup de vignerons qui sont concernés et parce qu'on a pu trouver des subventions pour faire ça aussi.
D'accord. Robin Duponneau, on s'achemine vers la fin. Dans l'hypothèse où on injecte, où on associe, où on enrobe on enrobe pardon, les graines avec du mycélium, est-ce qu'on peut imaginer inoculer à la fois des champignons et des bactéries? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Est-ce que l'un peut compléter l'autre? Ou ça n'a pas de sens? Bah, au niveau technique, c'est plus compliqué de produire du champignon que les bactéries. Donc, et c'est ce qu'on fait, ce qu'on développe à l'heure actuelle pour des espèces de plantes, parce qu'on s'aperçoit que le concept, le concept de l'eubionte, c'est-à-dire que le microbe qui est associé aux racines est indissociable de la plante et inversement. Donc, on essaie d'utiliser des bactéries de la graine, contenues dans la graine, pour améliorer les premiers stades de la croissance juvénile de la plante, qui sont en général les plus critiques. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle les bactéries auxiliaires, enfin bon, auxiliaires de la mycorhisation, de la fixation d'azote, etc. Et je pense que ça, c'est une approche qui est assez convaincante, dans le sens où on peut, après, avoir des techniques d'inoculation du micro-organisme, mais appliquées sur l'inflorescence, de telle façon que la bactérie puisse pénétrer la graine et donc se retrouver dans le lot de semences. Donc, ça ne sera pas de l'enrobage de graines, mais des bactéries comment dire, endophytes de graines qui pourront se pérenniser au niveau du. Mais toujours pareil, je pense que le gap qu'il y a entre l'écologie microbienne des sols et tout ce qu'on vient de parler là, et tout ce qui est technologie de la semence et l'améliorer de la semence, tant qu'il n'y aura pas une approche conjuguée dans les stratégies d'amélioration ou de gestion, ça ne marchera pas. On ne produit pas un maïs, maïs c'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais enfin bon, un blé, mettons, performant sans prendre en compte la relation que cette variété améliorée aura avec le sol. Et puis, d'autre part, et ça c'est toujours pareil, ça, ce seuil de résilience dans l'efficacité de la microflore sur la croissance de la plante, ce seuil-là, où on pourra agir ou géré par une couverture végétale, ça, on a encore du mal à l'évaluer. Ce que je sais, c'est que l'inoculation, elle est primordiale dans tout ce qui est sol pollué, opération d'ingénierie écologique, etc., etc. En agriculture, je pense qu'il faut être relativement prudent. Mais comment dire, en affichant des objectifs du style je vais rendre un sol plus durable, la santé du sol plus durable. Qu'est-ce que ça signifie? Enfin, je ne sais pas, Claude, mais scientifiquement parlant, ça ressemble plutôt à un discours comment dire, de vœux pieux, quoi. Mais scientifiquement parlant, pour pouvoir évaluer la durabilité et la résistance d'un sol, il y a quelques indicateurs, mais en tous les cas, ça serait bien d'avoir des données beaucoup plus larges pour pouvoir évaluer leur pertinence. Alors ça se développe, hein, le nombre, comme je le disais, hein, j'ai fait ma petite enquête, le nombre de sociétés qui proposent tout, Oui. qui proposent le Saint Graal, il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si elles seront profitables, mais en tout cas, manifestement, il y a un marché. Manifestement, il y a un marché qui doit pousser sur ou combler un vide, une demande, une peur du monde agricole. Si vous avez des conseils à donner à nos amis qui nous écoutent, quand ils voient ça ou s'ils se font démarcher, alors on a bien compris, Robin, que globalement, il fallait être extrêmement prudent, mais quels conseils vous auriez à donner aux amis qui nous regardent et qui nous écoutent, Claude? Si je peux me permettre. Oui, Robin, rapidement. Que ce soit chez les vignerons ou les agriculteurs, regardez ce qui se faisait avant et comment ces produits-là pourront améliorer les techniques que le savoir-faire traditionnel comment dire, à évaluer et à tester pendant de longues années. Et comment ces produits-là peuvent améliorer ça. Voilà. Claude? C'est dans le même sens. Hein. Moi, je suis très. Je ne vais pas dire que je ne crois pas à l'inoculation microbienne, mais comme on l'a dit au départ, pas avec n'importe quoi et dans n'importe quelle condition. Donc, vous avez forcément la notion d'environnement sol qui est à prendre en compte. Et ça, il n'y aura jamais. Enfin, je crains qu'il n'y ait jamais de solution générique à ce niveau-là. Il y a ça le problème. Un des trucs, si vous voulez, que moi je reproche par exemple aux sociétés qui ont mis au point des micro-organismes biostimulants, ils ne prennent pas en compte le pH.
On sait bien qu'on ne va pas mettre le même micro-organisme dans un sol à pH 5 et dans un sol à pH 8. Alors ça, ils ne le regardent pas. C'est dramatique. Bon, puis on a bien compris, hein, il faut des boîtes qui ont un peu pignon sur rue et des produits qui auront une autorisation de mise sur le marché. Au moins, ça garantit que ça ne nuira pas. On est au moins déjà sûr qu'on ne prend pas de risque. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça servira peut-être à rien, mais au moins, on ne prendra pas de risque. Baptiste, quel conseil vous donneriez à nos amis? Et je vous laisse le mot de la fin. Alors moi, je pense que les paysans, ils se font des marchés en solitaire, mais il faut qu'ils se rassemblent et qu'ils fassent collectif avec leurs pairs. Ça permet déjà d'échanger les pratiques à plus grande échelle et puis d'avoir des retours sur expérience. Voilà. C'est-à-dire une approche globale. On en discute au sein des coopératives, des chambres d'agriculture de cette question qui nous occupe depuis une heure. Je ne travaille pas assez avec les chambres d'agriculture pour savoir si on en discute. Je sais que le travail des paysans, qu'ils soient vignerons ou maraîchers, c'est pas toujours facile. Que c'est plusieurs métiers en un métier et que ça peut facilement aussi être des proies pour certains démarchages commerciaux. Et c'est pour ça que les sociétés fleurissent. Hein. Je pense que c'est parce que oui, il y a un marché potentiel. Mais face à ça, je pense qu'encore les valeurs collectives peuvent faire un contre-pouvoir, en tout cas un frein. D'accord. Et on privilégiera toujours une démarche autonomisante et l'idée, c'est pas d'inféoder des paysans à des laboratoires. Ouais, auquel cas, on n'aurait rien changé du tout au système. On serait passé du pesticide de laboratoire à des produits plus ou moins de perlimpinpin d'autres laboratoires. Effectivement, donc faites attention. Merci à vous, messieurs. Robin Duponnois, Claude Alabouvette, Baptiste Algaillard. Oui, vous voulez dire un mot, Baptiste? Oui, je veux pas renvoyer la paysannerie et la recherche dos à dos. Au contraire, hein. Je pense que ben non, mais personne n'a dit ça. Mais personne n'a dit ça. Il faut réinjecter de la recherche participative et appliquée dans ces collectifs de paysans. Et c'est à quoi sert précisément Rhizobium? Le Pecnolab laissé dans le sol. Hein, c'est une université populaire des sols qui fait se rencontrer le monde paysan et le monde de la recherche. Preuve en est avec ces émissions dont le succès ne se dément pas. Vous êtes encore 140, mesdames, messieurs. Merci Robin Duponnois, Claude Alabouvette, Baptiste Algaillard. Vous avez brisé quelques idées reçues et nous remis quand même les pieds sur terre tout en buvant du thé de compost. Merci encore. Prochaine émission le mardi 16 mars avec Alain Broman, l'UMR Éco et Sol à l'IRD de Montpellier. Comment évaluer, devinez quoi, la santé avec plein de guillemets des sols. Derrière le mot santé, on met plein de choses. Qu'est-ce que la santé des sols? Eh bien, on verra ça avec lui. Et puis, voilà, je vous rappelle que c'est la période de renouvellement des adhésions à la FES. N'hésitez pas si vous voulez en apprendre davantage sur les sols et participer de près ou de loin à la vie des sols. Merci encore. Vous pouvez reprendre une vie normale, aller dîner. En ce qui me concerne, c'est gratin de chou-fleur, patates, bio. Vous savez pourquoi j'utilise des patates bio? Parce que moi, je n'ai pas à les éplucher. Et c'est très bien comme ça. C'est un avantage de l'agriculture biologique. Merci encore. Et à l'émission prochaine, le mois prochain, le mardi 16 mars. Bonsoir.